Salut à toi et bienvenue dans le podcast de Strength Strategy. Si tu veux progresser en force athlétique ou en streetlifting, rends-toi sur notre site internet strengthstrategy.fr pour commencer un coaching. Je te recommande également de t'abonner à notre newsletter en passant par le lien en description. On y publie régulièrement des astuces et conseils pour progresser et c'est totalement gratuit. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast qui va avoir une formule un petit peu différente, un format un peu différent de d'habitude où on va essayer de faire du surcoté, sous-coté sur 5 aspects de la compétition, 5 éléments qui vous permettent en général de préparer votre compétition ou bien des éléments du jour de compétition. Ces 5 éléments sur lesquels, évidemment, j'ai pas encore sollicité Romain ni Soulé et l'enjeu, ça va être de proposer si c'est surcoté ou sous-coté, évidemment de l'argumenter et surtout d'essayer d'amener un peu de réflexion si c'est des choses que vous êtes amené à faire et que c'est surcoté ou sous-coté, afin de pouvoir tout simplement continuer à progresser. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Sous-coté ou surcoté, le fait de choisir ses barres le jour d'une compétition uniquement au RPE. Soulé, c'est ton tour. Oui, du coup, je vais dire que c'est surcoté. C'est surcoté parce que, pour moi, un plan de match, il doit être établi à l'avance. Je pense notamment, une fois qu'on a évalué ce qu'on pourrait valoir le jour J. Donc en général, on a soit un assessment day, soit quelque chose, d'à peu près similaire, dans lequel on va se rendre compte, en fait, du niveau qu'on peut avoir le jour J. Et l'avantage de planifier une stratégie de match à l'avance, ça va être de pouvoir établir les différents scénarios possibles en prenant en compte du coup le ressenti et les aléas du jour J. Mais planifier sur du RPE, c'est un peu différent de planifier au ressenti, je pense. C'est-à-dire que la planification, pour moi, elle doit se faire en pourcentage et avec différentes possibilités pour chacun des essais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait de planifier au RPE, c'est un petit peu dangereux, je pense, dans le sens où parfois le ressenti, il peut être vraiment biaisé. Ça va dépendre de la préparation, ça va dépendre du taper, de la water cut, du poids, du refeed, etc. Et le fait de se dire, ok, c'est un RPE 9, je peux mettre, je sais pas, 10 kilos de plus pour atteindre mon RPE 10, bah, il y a une chance sur deux pour qu'on rate notre troisième barre, par exemple. Donc, je pense que de manière générale, se fier au ressenti de l'athlète, c'est important, mais il ne faut pas que toute la stratégie en fait soit basée sur ça. Il faut qu'on ait d'autres éléments, notamment sur ce qui a été fait pendant la préparation, etc. Et pour moi, le plan de match parfait, en fait, il doit avoir pris en compte ce qui a été fait avant et ce qui a été prédit pour le jour J. Et du coup, ça se déplie avec un opener qui est fixe pour moi. Donc c'est un opener qu'on devrait être capable de valider en toutes circonstances, qu'on soit malade, qu'on j'allais dire un truc de ouf, qu'on soit malade, qu'on se sente pas bien, qu'on ait mal refeed, que le taper n'ait pas marché, etc. Il faut que ce soit une barre qui soit sûre à 2000%. Et à partir de là, la stratégie de match pourra se déplier, donc avec potentiellement 2 essais possibles sur la deuxième barre. Donc un essai sur lequel on s'était plutôt bien senti sur l'opener, un sur lequel on se sentait un petit peu moins bien. Et pour la troisième barre, c'est là où on va pouvoir avoir un petit peu plus de liberté. Encore une fois, en fonction de ce qui a été fait sur la deuxième barre. Mais c'est plus du ressenti que du RPE. En fait, si on commence à chercher des chiffres, etc., on va très très vite être en manque de temps. Il ne faut pas oublier qu'on n'a qu'une minute pour donner nos essais suivants. Donc voilà, on dit ok, ça passe, je pense que je peux mettre ça. Mais il faut que les différentes possibilités, elles aient été établies en amont, en fait, pour moi. Ouais, Ok, toi Romain? j'allais dire, je suis assez d'accord. Je n'allais pas ajouter grand-chose. Juste, enfin même, je trouve qu'au niveau de, en fait, à partir du moment où il y a vraiment aucun choix de barre en absolu qui est établi, qu'est-ce que tu vas dire au moment de la pesée, tu vois? Est-ce que tu vas arriver et tu vas dire, bon bah j'ouvre RPE 7. Bon, c'est un peu de mauvaise foi, mais je veux dire, tu arrives, tu sais pas exactement ce que tu vaux. Enfin, évidemment, avec un RPE, tu peux quand même avoir une base et tu peux toujours adapter ça par la suite, mais quand même, enfin, je trouve qu'en compétition, on a déjà suffisamment d'incertitudes comme ça. Je trouve ça quand même mieux d'avoir des barres en absolu. Bon, souvent aussi, c'est ce que font les gens qui font leur plan de match en RPE, on va pas se mentir, hein. Ils se disent, OK, peut-être j'ouvre RPE 7, je fais 8-9 par exemple. Il sait que pour RPE 7, il vise entre tel et tel range, pour un deuxième essai, entre temps et temps. Juste, il essaie de se focaliser sur la forme.
Je pense que globalement, ça, en fait, ça change pas grand-chose. J'aime bien juste le fait d'avoir un pourcentage ou en tout cas vraiment une charge absolue qui est liée, comme ce qu'a dit Soulé, quelque chose que tu es sûr de pouvoir passer, peu importe les conditions. Pareil, des hypothèses hautes ou basses en fonction de la forme du jour, en fonction de la vitesse des lifts, pourquoi pas, si c'est des barres que tu as déjà faites, tu peux déjà te dire, OK, si ça monte sur telle vitesse, bon, tu n'auras pas de VBT sur le plateau, mais tu as déjà peut-être de quoi estimer ça. Si c'est une barre que tu as faite plusieurs fois, ça peut totalement se faire. Mais je suis d'accord, en fait, il y a pas mal d'éléments un petit peu incertains, comme la cut, comme le matériel, je pense notamment sur le bench qui peut faire une grosse différence. Euh, le fait d'être en confiance ou pas, le stress. Donc, ouais, c'est quand même bien d'avoir une base plus ou moins fixe et de l'adapter en fonction de son ressenti, quoi. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si Soulé, tu as autre chose à ajouter, mais je pense que Ouais, non, voilà, je voulais juste te on demander, toi, ce que t'en s'accorde. pensais, du coup, même si c'est toi qui as préparé le sujet. Ouais, bah, moi je rejoins pas mal d'éléments que vous avez déjà apportés. En fait, moi j'ai l'impression que, en fait, je me demande si finalement, si finalement quand t'es le jour d'une comp, c'est pas le pire moment de t'écouter en fait. C'est-à-dire que genre à un moment donné, à mon sens, tu délègues ça à la personne qui est avec toi parce qu'en fait, à mon sens, t'as tellement de variables qui peuvent fausser tout simplement ton ressenti. Et je pense que euh, si ton taper était bien calculé, parfois il peut se passer moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai repéré avec certains athlètes, le truc de tu te sens fatigué, mais pourtant tu es ultra fort le jour J, quoi. Et heureusement, je pense parfois qu'on n'écoute pas trop les athlètes, en tout cas certains athlètes qui ont tendance à beaucoup sous-estimer, par exemple. Je sais que moi, je pense que là-dessus, s'il y a bien un jour où il faut encore moins les écouter, c'est peut-être sur le game day, parce que je pense que ça peut facilement amener à en fait en garder trop sous le pied, ou bien tout simplement à pas être persuadé que le plan a fonctionné. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une importance déjà d'avoir un plan calibré, et ensuite on adapte évidemment au jour J, mais à mon sens, ça a beaucoup plus d'avantages de tout planifier et de rajouter. C'est un peu comme, voilà, tu as toute la recette pour faire un bon plat, puis à la fin, tu rajoutes du sel, du poivre, mais t'es pas en train de te dire, bon, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que ça, c'est un truc qui peut facilement amener beaucoup de stress. Et pour l'avoir déjà entendu, voilà, des athlètes, voilà, on n'a qu'une minute pour envoyer le papier suivant. Ah ouais, j'étais quel RPE? Ah bah t'étais à 7, bah vas-y, mets 7,5 en plus. Et en fait, tu sais pas d'où ça sort, c'est un peu en mode, c'est un peu à la devinette, et moi, je suis pas forcément en faveur sur ce jour-là, quoi. J'allais te dire en plus de ça, enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de facteurs, même en dehors du plateau, en fait. Ça arrive aussi. Enfin, moi, j'ai vu le cas peut-être des dizaines de fois où tu as un athlète qui, tu sais, par exemple, qui a mal dormi la veille parce que le stress, etc., ou qui s'est levé tôt et qui, du coup, a l'impression d'être complètement dans le gaz. Et en fait, il y a énormément enfin, d'aspects quand on se penche un peu dessus qui montrent que, bon, forcément, le manque de sommeil, etc., sur la performance, c'est pas génial. Mais sur le court terme, il y a d'autres éléments qui penchent beaucoup plus en la faveur ou non enfin, qui pèsent plus lourd sur la balance, en fait, tout simplement, et qui fait que même en ayant un sommeil catastrophique et en arrivant presque comme un mort-vivant le jour J, ça veut pas pour autant dire que tu vas faire une compétition catastrophique, tu vois. Donc, et à l'inverse, hein, tu peux avoir très très bien dormi et faire une très mauvaise compétition. Donc, ouais, peut-être pas trop se fier au ressenti, essayer, enfin, pas trop se fier au ressenti. Faut, évidemment, c'est important, mais toujours ne pas se baser que sur ça, en fait. Poser le Surtout ça. cerveau. Donc après, en vrai, le RPE, Faut pourquoi poser pas, le mais je pense. cerveau. Pardon? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir. Tu peux avoir une part de ressenti, mais il faut quand même une feuille de route, quoi. Ouais, je pense qu'on s'accorde là-dessus, et justement ça amène les deux autres questions. En fait, c'est deux autres questions qui sont très en lien, donc je les distingue, mais vous allez voir que finalement les deux questions qui vont arriver enfin les deux thématiques sont vraiment très liées. Surcoté. Thématique surcoté. Le gars qui a pas compris l'exercice. Surcoté. Surcoté ou sous-coté, un bloc de picking. Euh, je dirais côté à sa juste valeur. Moi, je dirais surcoté. Je... Enfin, en fait, je vais être mitigé, je vais développer un peu après, mais vas-y, je vais laisser Soulé qui est resté dans la tranche. À part si t'as pas envie de répondre, t'as pas l'air Non, disposé. non, non, si, je réponds tranquillement. Pour moi, je pense que c'est coté à sa juste valeur, un bloc de picking, parce que les personnes qui piquent, déjà, elles savent que pour pique, il faut faire monter le niveau de fatigue, faire monter le niveau de préparation, chercher la surcompensation, etc. Mais après, on a des personnes qui cherchent pas à pique, qui ont leurs raisons, donc notamment les personnes qui sont sous Emerging Strategies. Selon leur philosophie d'entraînement, ils sont en condition de picking à chaque fin de bloc. Donc, il n'y a pas de réel picking et il n'y a pas de taper. Donc, dans cette philosophie-là, on ne va pas chercher à
à avoir cette surcompensation, l'effet catapulte, comme on dit. Et du coup, pour eux, c'est un pari qui est risqué et qui ne vaut pas le coup. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est un pari qui vaut le coup lorsque c'est bien géré. Il faut avoir pas mal de data sur l'athlète. C'est sûr que si on commence directement sur un bloc de pickings, ça va être compliqué. On va pouvoir avoir une petite surcompensation si on fait des choix assez safe, etc. Mais voilà, chercher une fatigue maximale et faire un taper de 2 semaines, parfois ça vaut pas le coup, et surtout quand on n'a pas beaucoup de données sur l'athlète. Mais je pense que voilà, ceux qui pratiquent en fait connaissent la valeur du picking, et ceux qui pratiquent pas, ça vaut pas le coup pour eux. Mais je dirais pas qu'ils sont en tort non plus. C'est juste des choix différents, c'est des philosophies différentes. Et au final, là, bah, je vais tirer sur personne entre guillemets, et je pense qu'il y a un juste milieu et que c'est juste coté à sa juste valeur en fait. T'as vu comme ça l'embête de dire qu'il va tirer sur presque personne? Non, Ouais, c'est à la fin, il a hésité quand même. Il s'est dit, Ouais, ah non. et moi, j'allais dire, je pense que enfin, c'est un peu dans les deux en fait. Ça peut être surcoté d'une part parce que moi, j'ai entendu beaucoup d'athlètes aussi qui me disaient, ouais, t'inquiète, 200 RPE 12, mais le jour de la compétition, 220 avec le picking, tu vois. Ça, je l'ai entendu. Donc, c'est pour ça que d'une part, j'aurais tendance à dire. En fait, je pense que le picking, encore une fois, quand c'est bien fait, donc la phase de surcompensation, ça peut être intéressant, mais il faut pas en attendre mondes et merveilles, sachant que les résultats sont assez variables d'un individu à l'autre et que souvent c'est préférable de pouvoir faire quelques tests avant afin de s'assurer de ne pas contre-performer. Et je dirais aussi que d'une autre part, c'est peut-être un peu sous-coté aussi parce qu'on a l'impression que, en fait, c'est toujours. Bon, après, évidemment, quand on s'adresse aux personnes concernées, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus nuancés sur le propos, mais on a l'impression que le picking, pour ceux qui ne le pratiquent pas, c'est un truc hyper risqué, etc. Le picking, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des pickings qui sont plus ou moins agressifs. On peut faire un taper plus ou moins agressif, avoir une surcompensation plus ou moins violente et plus ou moins risquée. Et en fait, j'ai l'impression que sous Emerging Strategies, par exemple, parce que c'est l'exemple qu'a donné Soulé, tu peux très bien rater ta compétition aussi. Tu peux très bien te tromper sur le niveau de forme du jour. Tu peux très bien arriver sur le plateau. Parce qu'en fait, moi, c'est un truc aussi que je reproche un petit peu à Emerging Strategies, c'est que je trouve que sur le papier, en fait, du point de vue théorique, c'est une méthodologie qui est quasiment parfaite, en fait. Enfin, surtout du point de vue de l'exécution, parce qu'après, je pense il peut y avoir quelques soucis en fonction des athlètes au niveau de l'adhérence, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je pense que pour Emerging Strategies, pour vraiment observer des résultats absolument similaires à chaque fois, il faudrait pouvoir exécuter le bloc dans les mêmes conditions tout le temps, le même niveau de stress, le même niveau de travail, même niveau de sommeil, alimentation, etc. Et on sait que dans les faits, c'est pas forcément le cas. Et bah, personnellement, j'ai très rarement eu des cas d'athlètes qui ont vraiment contre-performé après un picking, après un taper. C'est arrivé qu'on surcompense peut-être un petit peu moins que prévu, mais de là à contre-perf avec un picking un picking complet, de mémoire, c'est jamais arrivé, quoi. Donc, pour moi aussi, je complète vite fait pour moi aussi, mais après, de manière générale, le picking, c'est quand même un art, si je peux me permettre. Et il y a pas, non, mais c'est vrai, il y a pas mal de Tu peux te fois, en fait, permettre, non, mais je suis d'accord. où tu vois des athlètes, pas nécessairement ceux qu'on coach, parce que mine de rien, on sait ce qu'on fait, mais des il y a athlètes l'arrogance. qui piquent un petit peu trop tôt ou bien qui piquent trop tard. Et la Mm. semaine après la compétition, ils se retrouvent à taper des PR plus 5, ils savent pas pourquoi. Oh, le post-comp YOLO pool, c'est trop bien, etc. Mais au final, la vraie forme de pic, à proprement parler, elle aura été atteinte trop tard pour ce genre de cas. Et il y a des cas où c'est atteint trop tôt, et après, voilà, t'as surcompensé à 2 semaines de l'échéance. Maintenant, tu fais comment pour rafistoler, tu vois, c'est des cas qui arrivent. Et dans ce genre de situation-là, déjà, c'est ballot. Mais aussi, il faut savoir rafistoler derrière au mieux pour qu'il n'y ait pas de trop grosses contre-perfs. Ouais. Moi, Ouais. je pense que si je pouvais donner un conseil pour tous ceux qui ont jamais fait de picking, etc., et qui veulent essayer, le mieux, c'est de se demander comment est-ce qu'on se sent après un deload, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent, par exemple, bah, moi, je me sens beaucoup mieux après un deload, je suis beaucoup plus performant. D'autres qui, comme ce que tu disais dans ton dernier post, la Roman, ou d'autres où après un deload, le bloc, il met du temps à démarrer. Et je pense qu'en fonction déjà de cette réponse, ça peut déjà t'aiguiller un peu de savoir si est-ce qu'il faut que tu fasses un taper qui est très agressif ou non. Est-ce que, par exemple, le fait de diminuer considérablement le volume, ça va te faire sous-perf, ou alors au contraire, est-ce que tu peux te permettre de le faire, tu vois?
Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Roman? Qu'est-ce que tu penses du picking? Est-ce que c'est surcoté ou bien sous-coté? Ceci est une séquence ASMR. Non, en vrai de vrai, je vais pas. C'est bizarre, mais là-dessus, je pense que je vais pas être d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est clairement surcoté de picking. Au sens, alors, je m'explique. Je Je t'en pense prie. que je On pense va que c'est t'attraper, toi. surcoté. Non, mais je pense que c'est surcoté, non pas sur le papier, mais dans la tête des athlètes. C'est-à-dire que je change un peu mon propos, c'est-à-dire que je pense que c'est surcoté parce qu'on en attend trop. C'est-à-dire que je pense Ouais, pas que ce ouais. soit surcoté. En théorie, je pense que ça tient la route, hein, cette idée d'une surcompensation. Bah, nous, on l'expérimente avec nos athlètes, hein, sinon on ne ferait pas des blocs de picking. Mais je pense qu'il y a des athlètes, parfois, plutôt que de chercher un bloc de pique incroyable, je pense que ce serait parfois juste intéressant de juste faire un très bon bloc, à faire juste un choix plus sécurisé, entre guillemets, et de tout simplement relancer un bon bloc qui a bien fonctionné, quitte à augmenter légèrement le stress. Mais je pense que en fait, le problème ne vient pas tellement du picking dans l'absolu, mais plutôt de certains athlètes, voilà, qui espèrent trop un peu que ce soit un bloc un peu magique. Et bah, sinon, je pense que par contre, je suis d'accord avec Souleymane, c'est que si c'est bien fait, ça a des effets, je pense que ça a des effets, bien sûr que ça a des effets, sinon plus personne en ferait et tout le monde serait sur des simples blocs, enfin tu répéterais un bloc qui a déjà fonctionné et personne ferait un bloc de picking, quoi. Donc je suis assez mitigé là-dessus. Je pense que c'est plutôt la façon de faire qui est mauvaise plutôt que le concept. Et tu vois, c'est marrant parce que par rapport à ce que tu disais avant, tu vois, on parlait de planifier les essais en fonction du RPE, etc. Tu vois, par exemple, moi, l'impact du picking et du taper, c'est quelque chose que je prends quasiment pas en compte sur la feuille de match, en fait. Vu que de toute manière, il y a une hypothèse haute qui est, par exemple, à 102 ou 103%, je crois, du E1RM qui est mis. On sait que dans la théorie, tu as des tapers qui te permettent de surcompenser à 5%, voire plus, hein, dans les faits. À titre personnel, moi j'ai déjà expérimenté beaucoup plus, par exemple. Mais, euh, mais oui, forcément, en fait, miser toute sa stratégie de match sur le fait que tu as une force divine qui va tomber du ciel le jour J, c'est insensé, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Puis au final, le troisième essai haut, donc le plus haut la plus haute des trois possibilités pour le troisième essai, au final, c'est ce qui correspondrait à un picking réussi en soi. ouais, 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 bien sûr. Ou alors après, il y a Ouais, des tout à gens qui fait. vont te dire, ils savent pas trop si c'est le picking ou si c'est le fait qu'il y ait 50 personnes qui te crient dessus, tu vois. Bon, je Ouais, pense que les aussi, deux ça vont joue. un peu ensemble. Mais oui, oui, forcément. Ça joue après, peu importe, hein. L'essentiel, c'est que ça marche le jour J, quoi. Oui. Question Bon, suivante, monsieur Malo. sujet suivant. Alors là, on va essayer d'être un peu plus précis sur le picking, sur une phase bien particulière. Je vais vous poser une question sur surcoté ou sous-coté d'essayer de taper le bench. Euh, Bah, pour moi, surcoté. Moi, je dirais Euh, sous-côté. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vas-y, Soulé. Surcoté. Surcoté parce qu'on sait que le bench, c'est un mouvement qui désentraîne très très vite. Donc déjà, faire un taper classique comme on pourrait le faire au squat ou encore pire comme au deadlift où on va chercher à réduire le volume de 40-50%, c'est pour moi inimaginable au développé couché. On va souvent se retrouver avec des athlètes qui perdent totalement leurs repères une fois arrivés sur le plateau, etc. Donc déjà, un picking assez agressif comme ça, c'est non. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un taper qui est un peu moins agressif du coup, où on va chercher à taper à peu près 25-30% maximum du volume, à réduire un petit peu l'intensité aussi. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est pas fait en fait. On voit beaucoup de bench qui sont taperisés, si je peux dire, comme le squat et comme le bench, comme le terre. Et pour moi, ouais, en fait, vaut mieux pas de taper qu'un taper trop agressif sur le bench. Donc c'est pour ça que j'ai dit surcoté. On peut très bien performer au bench avec un haut niveau de fatigue. C'est un mouvement qui va pas super mal réagir à un haut niveau de fatigue. Mais voilà, un petit taper léger, histoire de réduire un petit peu les petites tensions, par exemple, ou des trucs comme ça peut être bien. Et ça peut faire qu'on se sent un peu mieux le jour J. Mais vraiment rien de magique au bench, on va gratter 2% max, quoi. Moi, j'allais dire, Romain? en fait, je pense que le taper au bench, enfin, ça fonctionne. Simplement, effectivement, c'est un peu plus délicat parce que je trouve que ça fonctionne pas exactement comme sur les autres mouvements, en tout cas d'expérience, parce que effectivement, le
le bench enfin le niveau au bench, en tout cas de ce que j'ai pu observer, est extrêmement lié au volume de travail qu'on effectue. Et le souci, c'est que si on se retrouve trop rapidement à avoir un volume qui baisse drastiquement, souvent la technique se désentraîne beaucoup, et c'est un petit peu ce qu'on cherche à éviter sur le taper, c'est-à-dire qu'on cherche à récupérer sans se désentraîner. Euh, et donc souvent, bon, moi je dirais que le taper au bench il fonctionne pas du tout de la même manière, parce que moi plutôt que virer le volume, j'ai plutôt tendance à diminuer un petit peu l'intensité, et bah ça loupe pas trop en fait. Mais en fait, comme je l'ai dit auparavant, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on peut observer sur un déload. Ça peut très bien fonctionner d'avoir un haut niveau de fatigue sur le bench, comme sur les autres mouvements d'ailleurs. Pour faire des tests, c'est simple, hein, on fait des déloads, on voit comment on se sent sur une semaine d'intro après, et en fonction de ça, on adapte. Et encore une fois, rien de magique. Si jamais on n'a pas envie de prendre trop de risques, on fait une surcompensation minime, et en fonction de ça, on adapte, voir si on s'est senti un petit peu mieux que d'habitude, un peu moins bien. Après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile d'isoler les variables, hein, parce que sur le plateau, on peut se retrouver avec du matériel un petit peu différent. Mais bon, globalement, je trouve que ça marche quand même, et qu'on a un peu diabolisé le fait que ça puisse, enfin que ça marche pas du tout en fait. Alors que si, ça peut marcher, c'est juste que c'est peut-être un peu plus délicat que les autres mouvements, ça fonctionne pas pareil. Sujet suivant, les gars. Ça, c'est un sujet un peu large, mais bon, je pense qu'il est important d'être abordé. Attends, Alors, mais attends, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Toi, t'as pas donné moi, ton il faut que avis je sur réponde, faut que je réponde. Le taper au bench, sous-coté, si on comprend bien qu'il y a besoin de le taper d'une manière un peu spécifique. Voilà, je pense que c'est moi ce que j'aime bien faire sur un taper pour un bench, c'est garder le même microcycle et en fait déload juste la dernière exposition, quoi. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, tu benches 4 fois et tu t'arranges pour que le quatrième bench de la semaine ce soit le plus lourd. Et le troisième bench, eh bien, tout simplement, tu le déloads un peu et le quatrième jour, tu arrives sur un petit pic de forme, quoi. Moi, j'aime bien cette idée de. Ouais, c'est ça, c'est très Pour... léger, mais au Voilà, moins c'est plus ouais, c'est safe. ça. Voilà, moi, je joue la carte de la sécurité au bench. Je pense que le lift qui taper le plus fort, c'est clairement le deadlift. Et je préfère sur le bench avoir l'idée, en fait, de faire quelque chose que je sais faire et un petit PR s'il y a moyen, mais pas en tout cas, pas de jouer à l'apprenti sorcier dessus. Je trouve que c'est assez dangereux et ça peut facilement faire contre-perf, en fait. Ok, ok. Sujet Nice. suivant, sujet croustillant. Surcoté, sous-coté, les techniques de weight cut chez la majorité des athlètes. Je parle pas des athlètes élites pour lesquels je pense c'est encore un peu à part, mais les techniques de weight cut, donc je mets water cut, gut management, réduction des calories, enfin disons globalement les athlètes qui sont trop à N-2 semaines en gros et qui à un moment donné devraient décider de cut et l'impact que ça peut avoir sur les perfs le jour J. Cette question en implique deux autres plus grandes, plus larges. Oh là là Vas-y, là vas-y. là, quel âge a ce type? C'est une référence à Kerry James, c'était trop nul. Oh, sans blague! Euh, OMG! du coup, non, ce que je dirais, c'est que déjà, la réduction des calories à 2 semaines de l'échéance, c'est le pire truc à faire. Si t'es trop en termes de poids de corps à 2 semaines de ton échéance, ne réduis pas tes calories. Tu vas juste, en plus de ne pas arriver au poids, tu vas arriver faible. Donc, bon, c'est moyen. Par contre, bah, Watercut, c'est efficace. Ça a été prouvé, reprouvé. Il faut bien gérer son protocole, il faut bien gérer son refeed. Et faut pas en abuser. C'est comme tout. Voilà, cut jusqu'à cut 2, 3, 4% du poids de corps, ok. Mais cut 10% du poids de corps en eau, comme j'ai pu le faire par le passé, je recommande ça à personne. On se retrouve à 120 BPM allongé dans son lit, on pense qu'on va faire un AVC à tout moment. On sort du lit, on fait une chute de tension, on se rallonge. Enfin, c'est vraiment très très moyen. Donc voilà, si vous voulez utiliser des water cuts, vous pouvez, mais faites ça doucement et faites ça progressivement aussi. On s'invente pas sportif élite et bah c'est une méthode de sportif élite à la base et c'est aussi une méthode qui est utilisée lorsqu'on a des pesées de 24 heures. Donc c'est-à-dire dans les sports de combat, dans les fédérations non testées, etc. C'est surtout là-bas où ça s'est développé dans un premier temps. Donc voilà, faites ça doucement parce que derrière, refit dans 2 heures ce que quelqu'un pourrait faire pour une pesée de 24 heures, c'est beaucoup plus complexe. Donc derrière, sur le plateau, vous allez être comme des légumes et ça aussi, je recommande à personne. Gut management, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde.
Je pense pas que ça puisse faire de mal, à part si c'est mal exécuté, encore une fois. Mais si on prend le gut management en tant que tel, donc c'est-à-dire chercher à réduire au maximum le volume alimentaire qui est contenu dans le ventre pour arriver au moment de la pesée complètement vide, en fait, sans aliments, sans fibres, sans rien, je trouve que le concept est intéressant. Et pour le coup, il y a très très peu d'effets négatifs sur la performance. Le seul petit truc que ça peut faire, c'est au niveau de la proprioception, au niveau de la ceinture et du gainage. On peut se sentir oui, Romain, il fait la tête, mais voilà, c'est un détail, mais ça joue pour certains, donc je préfère le préciser. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Et du coup, sinon, de manière générale, les pertes de poids pour les athlètes qui sont pas élites, comme tu l'as dit, je pense que ça va dans une certaine mesure. Déjà, si on est débutant, que c'est notre première année ou deuxième année, passe encore. Première année, pour moi, il faut pas cut. C'est en général, on se tire une balle dans le pied, on restreint un petit peu son potentiel. Après, si on doit cut 1 kilo, ben, on s'y prend un peu en avance et voilà, c'est pas grand chose. Mais de manière générale, si on est 3 kilos au-dessus d'une catégorie pour notre première saison, bah, t'es pas dans la catégorie du dessous, t'es dans celle du dessus et tu vas monter progressivement et ça va aller. Après, pour les athlètes qui sont entre les débutants et les élites, ce qu'on appelle les intermédiaires, je sais pas pourquoi je prends 1000 chemins différents. Pour les intermédiaires, je dirais que c'est un petit peu plus nuancé. Mais voilà, après, il faut voir si ce que vous voulez faire, c'est être le plus compétitif possible, tout en sachant que bah, vous n'êtes pas podium national, par exemple. Donc, c'est compétitif à votre échelle, ce que je peux comprendre, je ne critique pas. Hein. Mais voilà, est-ce que vous préférez être plus compétitif, mais toujours OK tiers, on va dire, ou bien est-ce que vous préférez taper des petits PR, bien vous sentir sur le plateau et être un chouïa moins compétitif? Moi, à votre place, je prendrais la deuxième option, mais voilà, vous êtes grand. Moi, je vous donne les clés, vous en faites ce que vous voulez. Quoi. Voilà. C'était une longue réponse, donc surcoté. Romain? Donc c'est les techniques de cut, parce que du coup là il m'a perdu, là je me suis. Ouais, les techniques de cut, disons toutes les techniques de cut et assimilées. J'ai fait un podcast dans un podcast, c'était la podcastception. J'allais Un dire, podcastception. en fait je sais pas trop, je me positionne un peu entre les deux, parce que je sais que tu me demandes une réponse oui ou non. Je te dirais que non à partir du moment où c'est pas abusif comme d'habitude. Après, je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens aussi, je pense que c'est un problème, qui se forcent à être plus lourds à l'année. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, genre les gens, en fait, de base, ils seraient à. Je vais donner l'exemple des moins de 83. Ils sont à moins de 83 et ils se forcent à monter à, je sais pas, 86, 87, 88. Et ils se disent, OK, vas-y, comme ça, je m'entraîne plus lourd à l'année et ça va me donner un avantage, etc. Et bon, dans les faits, je pense que cet avantage, il peut largement être battu par le fait d'avoir envie de crever sur la plateforme parce que tu as rien mangé, tu arrives tout blanc, et cetera. Après, il y a des gens qui tolèrent très, très bien la perte de poids, donc à ce moment-là, pourquoi pas? Mais bon, je pense que ouais, faire une légère perte de poids, surtout le gut management, et cetera, qui a tendance à être très peu énergivore, assez peu d'impact négatif sur la plateforme. Bon, de toute façon, c'est aussi lié à la perte de poids, hein. Gut management, tu vas pas perdre 5 kilos. Donc, bon, tu vires 1 kilo de trop pour être un petit peu à l'aise le jour de ta pesée. T'arrives, si c'est le matin, tu te pèses à jeun et puis tu prends ton repas après. Ça change pas grand-chose et pour le coup, ça peut te permettre de gratter quelques kilos. Après, vraiment faire des grosses pertes de poids agressives, etc. Pour le haut niveau, pourquoi pas, mais faut pas oublier non plus que ça a un impact sur la santé. Donc, si jamais il y a rien de particulier à jouer, moi, j'aurais tendance à l'éviter et à tout simplement s'entraîner à un poids auquel on est à l'aise, quoi. Voilà, c'est ma réponse. Peace and love. Ok, peace and love. Et toi, Roman? À chaque fois, il va falloir qu'on lui demande parce que spontanément, il veut pas se mouiller. Non, 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 moi je pense surcoté. Je pense que la majorité des gens qui en font devraient juste avoir une meilleure compo physique. Voilà, je pense que c'est simple et efficace, mais je pense que On porte de gros sacs. non, mais je pense qu'en vrai le côté compo physique en power, c'est l'aspect, je pense, le plus sous-coté sur lequel tu peux avoir un impact assez, je dis bien, enfin je dis facilement entre guillemets, mais à mon sens, tu vois, c'est juste un truc tout bête, mais déjà d'avoir tes prods, tes macros, enfin juste de traquer un peu ça. Je pense que ça, c'est clairement un aspect sous-coté. Et quand tu stagnes un peu, à mon sens, penche-toi là-dessus et ça peut débloquer pas mal de choses.
Donc voilà, ça rejoint un peu cette idée de ça peut être vachement surcoté et pareil que le picking, ça peut être un peu la boîte de Pandore, quoi. C'est un peu en mode ouais, la cut va bien se passer et puis le picking marchera et en fait après c'est meet didn't go as planned, quoi. Et puis là, pour le coup, je dirais que même pour les KT de poids, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi qui. Tu sais, on a beaucoup dit aux gars qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire 50 kilos pour 1m80 si vous voulez être compétitif en FA. Et en fait, du coup, on a vu tu sais, une espèce de réaction un peu. Et j'ai vu des athlètes, par exemple, qui du coup La cherchaient à être. masse. Ouais, non, mais genre, tu sais, qui cherchaient à devenir super lourd. En fait, les gars, le but, c'est pas de devenir, à mon sens, c'est pas de devenir super lourd, c'est surtout de devenir musclé et d'éviter de briser, enfin de brider sa prise de muscle. Après, si c'est pour prendre 10 kilos, pour prendre 10 kilos de fat, bon, bah, tu vas peut-être être un tout petit peu plus fort, mais tu vas juste devenir moins compétitif et tu vas ressembler à, tu vas ressembler à un bout de fromage, tu vois. Donc, Le bout de fromage. non, je pense que oui, il faut évidemment avoir une bonne composition corporelle, c'est important quand même. Ouais, Voilà, c'est tout. je pense qu'on est tous d'accord. Dernier aspect, là-dessus, les gars, là, c'est le moment de lâcher vos meilleurs freestyles. Euh, Romain Soulet, le truc le plus surcoté le jour d'une comp. Ouais, c'est une question trop ouverte, ça, mon ami. Tu me prends un petit peu au Ah, dépourvu, mon je ami. vous laisse 2 minutes, je vous laisse 2 minutes et je vous donne le mien. Bah non, mais donne-nous le tien direct. Comme Ouais, ça, on a le vas-y, temps de Ouais, non, réfléchir. non, mais justement, je vous le donne tout de suite, comme ça vous laisse ça vous laisse un peu de réflexion. Le truc pour moi le plus surcoté, et ça, je pense que n'importe quel athlète qui m'écoute, que je coach, ça va mal se passer si vous le faites. Surcoté à mort, vouloir faire de l'optimisation technique. Alors, je m'explique. Hein? Le truc le plus surcoté, non, non, mais je vous Comment donne, ça, mon ref? non, 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 attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Le plus surcoté, c'est te dire, ok, j'ai envie de tester un truc qui va me permettre d'être encore plus fort. Genre, typiquement, Ah oui. je sais pas, genre, tu te rends compte que, bah, je vais prendre un exemple tout con, hein, mais tu te rends compte par exemple que, je sais pas, sur ton squat, tu es un peu profond en termes de def, et que résultat, pour essayer d'optimiser, tu cut un peu ta def. Tu vois, ça pour moi, il n'y a pas pire à faire le jour J que changer sa technique. Même si sur le papier, ça peut être une optimisation, entre guillemets. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut jamais, jamais, jamais écouter les conseils à 2 balles le jour d'une compète en mode oh, est-ce que tu as déjà testé de faire ça? Tu vois, genre un truc un peu pourrave, tu vois, genre regarde en l'air alors que tu as l'habitude de regarder le sol, quoi. Ça, c'est un truc, je trouve que ça La peut tête haute, facilement. le buste droit. Voilà, regarde en haut, le regard, il dicte la position, quoi. Tu vois, c'est un truc. C'est un Ouais. truc, mais ça, moi, je pense que c'est attention surtout chez les athlètes débutants, de pas tomber dans ce piège-là en mode, ok, bah machin truc, il m'a conseillé de tenter un truc le jour J. Bah écoute, je vais tenter, tu vois, genre ma barre un peu plus basse ou ma barre un peu plus haute, alors que c'est pas du tout mon placement de barre habituel. Fuyez, honnêtement, moi, c'est surcoté à mort et hyper risqué. Enfin, la contre-perf vous attend, quoi. Moi, c'est bon, j'ai le mien. Moi aussi, c'est bon, vas-y, je t'en prie. Du coup, bah, déjà, je suis d'accord avec toi, Roman, il faut pas faire ça. Oui. Et moi, pour moi, le truc le plus surcoté en compétition, et je vais me faire des ennemis en disant ça, mais c'est la hype. Il m'a Heu, il m'a un peu piqué le mien. Moi, je vais j'allais m'expliquer j'allais un parler peu. de la caféine, mais vas-y. C'est pas Ah, grave, j'étais sûr que vous on allez s'en fout, choisir le quoi. même. Du coup, je pense que la hype, c'est surcoté, et surtout l'excès de hype et le fait de vouloir se hyper comme on ne l'a jamais fait à l'entraînement et comme on ne le ferait pas à l'entraînement. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Roman. En gros, ce que Roman a dit, c'est de rester sur ce qu'on a l'habitude de faire à l'entraînement, donc on va pas changer son placement, etc. Et ben, ça vaut pour tout ce qui est physique, mais ça vaut aussi pour tout ce qui est mental. Donc, il faut pas changer ces petits rituels. Si on est un lifter plutôt calme, plutôt introverti à la salle, etc., on va pas chercher à crier, à se taper la tête contre les murs, etc. Il faut savoir que la hype, certes, on a un gain de force sur le moment, mais aussi, pour la plupart des cas, on a une perte de contrôle. Et si on n'a pas tout automatisé, que ce soit le setup, le pattern, la descente, la montée, les ordres, etc., il y a de fortes chances qu'il y ait un problème à un endroit. Donc, je vais prendre un exemple tout con, mais c'est mon exemple. C'était en 2018-2019, je crois. J'étais l'un des athlètes les plus bruyants en salle de chauffe. J'étais insupportable.
Et en compétition, vraiment, je criais, on m'entendait déjà depuis le côté spectateur alors que j'étais en salle de chauffe. C'était insupportable. Et Sachant qu'ils faisaient des karaokés sur les meilleurs freestyles de Skyrock. voilà, c'est ça. Je prenais Nino et je tapais mon meilleur freestyle mal luné. Mais et du coup, en fait, à un moment, je me suis posé, je me suis remis en question, je me suis dit, bon, Soulé, pourquoi ton point fort, c'est le squat et à chaque compétition, tu finis sur 1 sur 3? Je validais un squat à chaque compétition, soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, mais j'en validais pas 2. Je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même, c'est dommage, c'est mon meilleur mouvement, je dois gratter plus de kilos que ça normalement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai totalement déconstruit ce que je faisais en compétition. J'ai totalement déconstruit ce que je faisais à l'entraînement. Et je me suis dit, OK, sur telle période, je vais m'entraîner sans hype, je vais m'entraîner sans musique. Et je vais essayer juste de me concentrer et de me concentrer de plus en plus. Et ça a fait que j'ai découvert quelque chose de magique qui s'appelle la concentration, en fait. Et il y a beaucoup d'athlètes, lorsque tu leur dis avant une barre, vas-y, concentre-toi, mets-toi dedans, etc., eh ben, ils crient. Mais c'est pas comme ça qu'on se concentre. La concentration, ça passe par un focus interne, on va shifter en interne, on va chercher à se focaliser encore plus sur les sensations, à décupler un petit peu je vais pas dire la proprioception, mais la conscience du corps. Et quand tu focuses en interne, en fait, tu vas avoir une meilleure conscience de ton corps. Donc ça fait que, par exemple, sur les barres de chauffe, s'il y a un truc qui va pas, tu vas pas juste chercher à t'exciter encore plus pour pallier à ce manque de technique, à ce manque de repères. Tu vas dire, OK, qu'est-ce qui va pas par rapport à l'entraînement? Est-ce que j'ai changé un petit peu ma position de pied parce que l'écartement du rack n'est pas le même? Est-ce que j'ai changé ma position de main? Est-ce que je descends plus sans m'en rendre compte? Est-ce que je garde ma tension pareil? Donc ça peut être utile, on peut faire attention à ça avec une aide externe, donc en se filmant, mais avoir un gros focus interne aussi, ça aide beaucoup. Et ça aide vraiment beaucoup. Et ça, pour le coup, c'est le truc le plus sous-coté, je pense, c'est la concentration. Et du coup, bah, en parallèle, le truc le plus surcoté, c'est la hype. Après, voilà, on sait que la hype, ça marche pour des athlètes qui ont suffisamment d'expérience, qui ont enregistré leur pattern bien comme il faut, qui ont tout automatisé. Mais voilà, ça prend des années et des années. Et le starter pack du force athlétiste débutant qui squatte 100 kilos, qui se pète le nez à l'ammoniaque et qui va taper la tête contre les murs avant de faire un squat à 100 kilos, je suis désolé, mais c'est pas comme ça. On a brûlé 1000 étapes avant d'arriver à ça, tu vois. Donc pour moi, ouais, vraiment la hype sur côté et je rajoute derrière la concentration sous côté. Donc du coup, ouais, toi, c'est vraiment un retour d'expérience, tu as beaucoup changé, quoi. Bah, moi, j'allais dire que pour moi, ce qui est surcoté, c'est pas forcément la hype, c'est plus la caféine, en fait. Le fait de bon, du coup, c'est un petit peu lié forcément parce que souvent ça va un peu ensemble. On prend 1 gramme de caféine alors que d'habitude, on prend, tu sais, c'est au lieu de verser au lieu de prendre les scoops de pré-workout, tu verses directement l'eau dans le pot, tu vois? En fait, je pense que, bon, pour moi, c'est un problème parce que, bon, je vais pas répéter tout ce que Souley a dit, mais il y a ce petit problème au niveau de la hype qui forcément peut te faire perdre un petit peu le contrôle. Quoique je serais un peu plus mesuré parce que je pense que sur le jour J, étant donné que tu n'as pas forcément d'autres séries à faire, etc., à partir du moment où tu dégrades pas trop ta technique, pour moi, c'est parfaitement entendable. À partir du moment où ça reste raisonnable, entre guillemets, tu vois. Le but, c'est pas non plus de dégrader l'expérience de tous les athlètes. Bon, après, on s'en fout, c'est pas le but non plus, mais ouais, en tout cas, faire en sorte que on puisse se hyper, on peut très bien faire monter son rythme cardiaque, etc., sans pour autant crier dans toute la salle. Bon, après, si crier dans toute la salle, c'est ton truc et que tu le fais une fois par an, je vais pas te gâcher ton plaisir, fais ce que tu veux. Mais non, pour moi, je pense que le gros souci, c'est la caféine. Les gars qui se disent, ouais, t'inquiète, je vais blinder de caféine et ça va bien se passer. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense à un daron solide notamment, qui, pour un mock meet, a très très mal fini. Putain. Je me souviens de ça et bon, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut arriver à beaucoup de personnes, tu vois, t'en prends trop, tout simplement ton corps le tolère pas, donc tu te retrouves à évacuer, si je peux dire poliment, avant de passer sur le plateau. Bon, tu vas pas être au top de ta forme. En plus, si tu rajoutes ça à une water cut, tu vas vraiment être un cosplay Walking Dead sur le plateau, tu vois. Et surtout, ce qu'on oublie beaucoup avec la caféine, c'est la redescente, en fait. Si tu commences les compétitions, elles durent longtemps.
souvent, je dis un truc complètement aléatoire, hein, mais la caféine, elle tape quoi pendant 1 heure et demie, 2 heures peut-être, un truc comme ça. À partir du moment où tu commences à te taper la redescente pendant tes derniers essais au terre, bon, bah, tu as deux choix, soit toi, t'en reprends, tu vois, pour essayer de contrer un peu l'effet. Mais là, c'est pareil, si t'es pas habitué, ton corps peut ne pas les assimiler et ça donne un truc pas top. Et si tu te retrouves en fin de compétition, que ça a crié toute la journée dans le gymnase, etc., que t'as plus de jus et qu'en plus c'est ta descente de caféine, bah en fait au moment où tu dois taper le plus gros terre de ta vie, tu vas te retrouver à t'endormir sur le plateau, quoi. Donc ouais, plutôt à éviter. Pour moi, c'est Ok. plus la caféine en fait. En fait, c'est même en dehors de la caféine, je dirais tout ce qui a tendance à sortir énormément de ses habitudes. L'ammoniac, arrêtez l'ammoniac. Ouais, moi j'aime pas. Après, peu Mais ce importe. sera, ce sera pour une autre fois. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Il y a Roman qui nous a préparé ces petites questions, savoir ce qu'on pense qui est surcoté ou sous-coté. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant à faire. On a essayé de répondre de la manière aussi intelligible que possible. Et puis voilà, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, envoyer de la force. Et puis sur ce, on se dit à très vite.